Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Georges Dallemagne. Bonjour. Bonjour. Député fédéral CDH. Et évidemment, avec vous, on va parler de la crise, de la démission toujours en suspens et des consultations au palais. Tout d'abord, aujourd'hui, la situation, c'est un gouvernement qui n'est pas encore en affaires courantes, un gouvernement dont le roi n'a toujours pas accepté la démission. Est-ce que c'est un gouvernement qui travaille encore avec les parlementaires ? Nous avons travaillé notamment pour avoir un budget pour l'État pour l'année prochaine. Nous avons voté en commission hier des 12e provisoires. Vous savez que dans un gouvernement qui n'est plus de plein exercice, eh bien, on a quand même un budget qui est celui de l'année précédente divisé par 12 mensualités. Et donc, nous avons également cet après-midi un programme où nous allons voter toute une série de dispositions, et notamment, par exemple, j'y tiens beaucoup, en faveur des victimes des attentats terroristes. Ce sera voté, ça. Ce sera voté. Ce sont des dispositions qui sont encore insuffisantes, mais c'est un progrès par rapport à ce qui existait aujourd'hui. Et je tenais à ce qu'au moins ces victimes des attentats terroristes ne fassent pas les frais de cette crise gouvernementale. Alors, qu'est-ce qui va changer entre peut-être demain un gouvernement minoritaire en affaires courantes et un gouvernement minoritaire que Charles Michel a présenté ces derniers jours? Quelle sera la différence essentielle? D'abord, il y aura moins de confusion. Aujourd'hui, on ne sait pas très bien dans quelle pièce on joue. On a un gouvernement qui n'a plus de majorité au Parlement, on le sait, qui a tout à coup effectué un revirement tout à fait surprenant, un peu surréaliste mardi dernier, après avoir tenté vainement, y compris en s'humiliant, d'avoir encore l'accord et le soutien de la NVA pour le vote du budget, a finalement tout à fait réorienté ses propositions envers l'opposition. Mais sans savoir finalement ce qu'il y avait derrière ces propositions. Demain, aujourd'hui, si l'on est en affaires courantes, si le roi finalement suit la proposition du ministre effectivement de démissionner, je ne vois pas quelle serait la marge de manœuvre qu'il aurait pour ne pas suivre cela, eh bien on aura un gouvernement en affaires courantes qui peut s'appuyer sur une majorité au Parlement pour continuer à travailler. Il faudra évidemment bien vérifier quels sont les domaines dans lesquels on doit avancer. Nous avons, pour le CDH, toujours souhaité être constructif. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous n'avons pas co-signé la motion de méfiance à l'égard du gouvernement Michel, parce que nous voulions essayer de voir quels seraient les dossiers sur lesquels nous pourrions travailler ensemble. Eh bien, ces dossiers, il va falloir les choisir de manière précise, et ce sont des dossiers, évidemment, qui rencontrent les attentes de la population. Donc ça veut dire que vous lui laissez une chance, finalement, à ce gouvernement Michel III, on va l'appeler, qui arrivera peut-être ce soir ou demain? On sera dans un gouvernement classique en affaires courantes, c'est-à-dire que le gouvernement lui-même ne pourra plus rien décider sans un accord d'une majorité au Parlement, et donc le Parlement va avoir un rôle très important. Nous avons connu ça dans le passé. Oui, mais on n'avait jamais de gouvernement minoritaire. C'était un gouvernement qui avait toujours sa propre majorité. Oui, si ce n'est qu'en affaires courantes, la question d'avoir une majorité ou une minorité au gouvernement, enfin de représenter une majorité des parlementaires ne se pose plus de la même manière, et donc la main est véritablement au Parlement. Ça ne nous empêche pas de prendre des décisions importantes. On sait qu'on va devoir prendre des décisions notamment sur la question du Brexit, mais aussi sur des questions très concrètes pour les gens. Moi, j'ai vu s'éroder, par exemple, le financement des soins de santé pendant toutes ces années. On sait que pour les gens, le prix des médicaments, le fait qu'il y ait une pénurie de médecins, qu'il y ait véritablement des enjeux en matière de santé, c'est une préoccupation majeure pour les gens. Et voilà un domaine dans lequel je pense qu'on peut essayer de trouver une majorité au Parlement. Au niveau du public, c'est pas facile à comprendre. Parce que comment on peut croire que tout d'un coup, les partis vont se mettre d'accord, par exemple, sur le survol de Bruxelles ou sur les quotas Inami, alors qu'on sait bien qu'entre flamands et francophones, on ne se met pas d'accord. Alors maintenant, tout d'un coup, par cette merveille d'un gouvernement aux affaires courantes, on y arrive. Clairement, malheureusement, effectivement, il faudra sélectionner les dossiers. Et je regrette beaucoup que, par exemple, sur le survol de Bruxelles, ce gouvernement n'ait absolument rien fait, se soit assis sur le dossier. C'est une tragédie pour les Bruxellois. Je pense que, cela dit, nous sommes débarrassés de la NVA.
Et donc, je pense que sur certains dossiers, on va peut-être pouvoir avancer un peu plus rapidement, un peu plus facilement. J'espère, par exemple, sur la question des quotas INAMI, j'espère sur la question des médicaments, sur des dossiers comme ceux-là, qu'on va pouvoir effectivement avancer un peu plus vite. Sur la question de la justice, sur la question du coût pour les familles les plus pauvres du mazout de chauffage. Il y a quelques dossiers sur lesquels j'espère effectivement qu'on va pouvoir avancer. Alors, expédier les affaires courantes, pour le ministre des Finances, Alexander De Croo, ça va coûter cher. Alors, il l'a dit hier, et la presse flamande, notamment, l'a relayé ce matin. Alors, dans un journal, dans le Laatste Nieuws, on voit que ça va coûter plus d'1 milliard. Dans le Nieuwsblad, ça va coûter 2 milliards. Ça va coûter cher à la Belgique, quand même, ces affaires courantes. Est-ce que c'est vrai ? Non. C'est la responsabilité du Parlement aujourd'hui de vérifier effectivement quelles seront les dépenses qui seront indispensables et celles qui ne sont pas indispensables. Cet après-midi, par exemple, vient un dossier d'avance sur des achats militaires, et notamment peut-être parce que c'est maquillé dans le dossier sur le F-35. Eh bien, moi, je pense qu'on n'a pas besoin aujourd'hui d'effectuer des avances sur ce marché du F-35. Par contre, on doit pouvoir effectivement avancer dans d'autres domaines. Donc, nous aurons à être extrêmement vigilants et à vérifier qu'effectivement, chacune des dépenses est indispensable. Mais par contre, on pourra donner des coups d'accélérateur sur des enjeux sociaux, sur des enjeux sur lesquels la population aujourd'hui nous dit on n'en peut plus, on a des problèmes de paiement de factures, on a des difficultés, que ce soit en soins de santé ou en énergie, et de vérifier effectivement dans ces domaines-là quels sont les coups de pouce qu'on peut donner. Alors, qui sont les gagnants et qui sont les perdants ? Parce que la NVA, on avait dit, ce sera le perdant, parce que c'est ce parti qui a déclenché la crise. Or, apparemment, ils ont l'air de plutôt bien s'en sortir, ils veulent même aller aux élections. Est-ce que la NVA est finalement gagnante dans la situation actuelle ? Je crois que ceux qui seront gagnants, ce sont ceux qui auront démontré qu'ils travaillent sérieusement, sereinement, de manière constructive, qu'ils arrêtent les postures, qu'ils arrêtent effectivement d'essayer de donner le balai noir à l'un ou à l'autre. Vous savez, la NVA va vouloir imposer cette question sur l'immigration. Moi, je suis frappé qu'à New York, hier, il y ait une immense majorité d'États qui ont voté pour ce pacte de régulation des migrations, et notamment tous nos voisins, y compris les Anglais, qui pourtant ont voté en faveur du Brexit, pour effectivement empêcher les Européens, notamment, et les étrangers d'avoir accès au territoire anglais. On voit bien que même ceux qui sont les plus durs en matière de migration ont voté ce pacte migratoire, parce que ce pacte, et donc les Français, les Pays-Bas, les Allemands, les Luxembourgeois, donc tous nos voisins l'ont voté, parce que ce pacte nous permet de réguler les migrations, parce que ce pacte, ce n'est pas la porte ouverte, c'est au contraire une meilleure régularisation, une meilleure discussion entre États. Et donc on voit que sur des terrains comme ceux-là, la NVA est loin d'être le parti responsable, mais au contraire un parti largement irresponsable, parce qu'il prétend vouloir à lui seul régler des questions qui méritent et qui demandent et qui exigent du multilatéralisme et qui exigent effectivement eh bien, des méthodes que nous allons... Alors ils ont d'autres cailloux dans leurs chaussures, parce que finalement le pacte d'immigration, il a été voté, malgré le fait qu'ils ne soient pas d'accord. Puis deuxièmement, ils voulaient une réforme institutionnelle quand même pour le prochain gouvernement. Or, est-ce qu'on va voter les articles à réviser ? Alors, vous avez tout à fait raison. Le paradoxe du fait que la NVA a débranché la prise, c'est qu'effectivement, alors qu'on vient d'apprendre qu'il voulait la révision de ce fameux article 195, c'est celui qui permet une révision de tous les articles de la Constitution, c'est la clé d'or qui permet d'ouvrir tous les articles à réviser, eh bien, effectivement, ils ne pourront pas le faire. On ne peut réviser dans un gouvernement en affaires courantes que les articles qui ont été soumis à révision sous la législature précédente, moins ceux qui ont déjà été révisés. Par exemple, on a révisé l'article 12, qui permet d'avoir une garde à vue étendue à 48 heures, notamment dans toute la discussion sur les affaires de terrorisme. Ces dispositions-là, nous avons soutenu évidemment ces dispositions. Mais donc, l'article 195 n'en fait évidemment pas partie. La fameuse révision, par exemple, du Sénat que les nationalistes flamands voulaient n'en fera pas partie. Et donc, effectivement, il y aura une liste extrêmement ténue, pour autant, effectivement, qu'on s'accorde là-dessus. Donc, ils seront grosjeans comme devant. Absolument. Alors,
je ne sais pas si vous avez vu ça, mais l'info est tombée ce matin. Les 7 banquiers qui étaient dans le top de Fortis ont échappé à un procès. Alors je vais vous demander votre réaction par rapport à ça. Est-ce que la première réaction, c'est de dire beaucoup de bruit pour rien? La deuxième, 7 banquiers échappent à un procès, c'est quand même un fait. Ou la troisième, tout ça avec 10 ans de procédure. Est-ce que notre justice n'est pas un peu trop lente? Je cocherai les 2 dernières, parce que je pense qu'effectivement, cela montre la lenteur de la justice. On voit encore le procès de Mehdi Nemmouche qui démarre 4 ans après les faits. C'est trop long, c'est trop long. Dans un état de droit, il faut que la justice puisse être rendue dans des meilleurs délais. Et effectivement, on se rend compte que des responsables de banques qui ont caché des informations à leurs actionnaires, parfois à des gros actionnaires, mais aussi à beaucoup de petits actionnaires, effectivement, ne devront jamais répondre de ces mensonges, en tout cas du fait qu'ils aient caché effectivement ces informations. Et alors, on découvre quand même qu'il y a des liens entre Fortis et l'affaire des fonds libyens. Alors, curieusement, bon, je n'y mets pas de lien de cause à effet, mais c'est une histoire assez curieuse, c'est que ce fameux fonds libyen dont les intérêts ont été dégelés par la Belgique en contravention avec le prescrit du Conseil de sécurité, eh bien, ce fameux fonds libyen était intervenu en 2008 pour l'augmentation de capital de Fortis, juste avant que Fortis ne s'écroule. Et donc, il y a là un élément tout à fait étonnant. Dire qu'il y a un lien, à ce stade-ci, je ne pourrais pas le dire. Le lien n'est pas établi, en tout cas. Mais en tout cas, Fortis fait appel en 2008 à des fonds libyens venant de l'État libyen pour essayer d'éviter la banqueroute. Et 3 ans après, la Belgique autorise le dégel de fonds libyens qui n'auraient jamais dû être dégelés. Il y a là une curiosité qui mériterait d'être investiguée. Oui, et l'enquête avance, puisque le juge Claes a pratiqué des perquisitions. Donc il y a une véritable enquête quand même là-dessus. Vous croyez qu'on va arriver à quelque chose, à avoir une vérité judiciaire? Alors je l'espère vraiment, parce que c'est une affaire extrêmement grave, puisque la Belgique a débloqué finalement à peu près au moins, on n'a jamais pu obtenir les chiffres, mais au moins 2 milliards d'euros en faveur d'un fonds souverain libyen, de l'État libyen, dans le chaos qu'on connaît aujourd'hui en Libye, en contravention avec les interdictions qui avaient été données par le Conseil de sécurité, et on soupçonne certains de ces fonds, en tout cas on ne sait pas ce qu'ils sont devenus ces fonds, mais on sait qu'ils ont notamment servi à des groupes et à des milices, dont certaines sont des milices salafistes. Et donc il y a là quand même une inquiétude grave sur la responsabilité de la Belgique. Pourquoi la Belgique a-t-elle pris cette décision? Quelle a été l'ampleur de cette décision? À qui cette décision a profité? Ça, c'est une affaire extrêmement grave, extrêmement sérieuse. Nous devions écouter l'ancien responsable de la trésorerie belge juste au moment où le gouvernement est tombé ou est en train de tomber. On n'a pas pu le faire. J'espère qu'on pourra reprendre nos travaux. Merci, Georges Allemagne. On se retrouve demain avec un autre invité. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.